Bonjour et bienvenue dans La Voix des Océans, le podcast de Marine et Océan. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène dans les profondeurs de l'océan à bord d'un sous-marin. Et pour nous accompagner dans ce voyage, le premier maître Nicolas. Ce militaire originaire d'Annecy est arrivé dans la marine en 2009. Depuis 2014, il traque le moindre son au fond des océans. Il est ce que l'on appelle une oreille d'or, un spécialiste de la guerre acoustique capable d'identifier tous les bruits émanant des profondeurs de l'océan, que ce soit ceux des hélices d'un sous-marin ou d'un bâtiment de surface, ou encore les bruits émis par des cachalots, des crevettes ou encore des chalutiers en pêche. Le premier maître Nicolas a déjà navigué en toute discrétion dans des SNA, des sous-marins nucléaires d'attaque, ou des SNLE, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Vous écoutez La Voix des Océans, le podcast de Marine et Océan. Je me suis engagé dans la marine en 2009, sans idée particulière. Je suis le premier militaire de ma famille. C'est un peu tombé comme ça par hasard, suite à un forum que j'ai eu au lycée. Donc après mon entrée dans la marine, j'ai été affecté sous-marin directement. Et j'ai fait quelques missions sur l'émeraude avant de devenir oreille d'or. C'est un métier très spécifique qu'au final, dans la vie civile, on connaît très peu. Pour ma part, je l'ai découvert uniquement une fois que j'ai intégré le monde des sous-mariniers. J'ai découvert ce métier avec les premiers oreilles d'or avec qui j'ai navigué. Le métier principal de l'oreille d'or, c'est vraiment d'écouter, de discerner et d'identifier tous les sons qu'on peut entendre sous l'eau. On appelle ça le monde du silence, mais il faut savoir que le monde sous-marin est un monde très très bruyant. Il y a énormément de sons qu'on peut entendre sous l'eau, des sons biologiques, des sons mécaniques vis-à-vis des bâtiments de commerce. Vous avez des sons terrestres, tout ce qui est tremblement de terre, orage, pluie, tout ça on l'entend très bien. Et tous les sons qui sont générés par le monde humain, les plateformes pétrolières. Les bâtiments de guerre, les autres sous-marins, les bâtiments de plaisance. Il y a énormément de bruit sous l'eau à identifier. Lorsqu'on est oreille d'or, on est intégré à un équipage. Au sein de cet équipage, on prend le rôle d'analyste. Notre rôle, c'est d'encadrer et d'aiguiller les veilleurs sonars dans leur veille. Et on a un rôle de sécurité nautique, vu que c'est nous qui sommes à bord pour classifier l'environnement qui nous entoure. Ceux qui connaissent un peu le monde des sous-marins savent que nous n'avons pas de fenêtre, nous n'avons aucun visuel sur l'extérieur. Nos yeux, au final, ce sont nos oreilles. Donc l'environnement extérieur est uniquement perçu via les sonars et entendu dans nos oreilles. Donc le rôle de l'oreille d'or à bord du sous-marin, c'est vraiment d'écouter tous les sons qui entourent le sous-marin, de les identifier afin de pouvoir identifier les possibles menaces qui sont autour de nous. On fait de la discrétion acoustique à bord du sous-marin où on aide l'équipage à gérer la discrétion du sous-marin. Et quelle est la formation pour devenir oreille d'or ? Le cours analyste dure 1 an, la formation pour devenir oreille d'or. Donc pendant ces 1 an, on a une formation théorique sur les éléments qu'on doit reconnaître et on a une formation pratique où on a accès à une base de données de plus de 5000 sons qui nous permettent de nous entraîner et de bien mettre en mémoire et dans notre oreille les différents sons qu'on doit reconnaître à la mer. C'est une bibliothèque de sons qui est du coup énorme et qui est faite par les analystes pour les analystes. Ce n'est pas parce qu'on est oreille d'or et que nous sommes sortis validés, même après 6 ans de marine. C'est une remise en cause perpétuelle. On entretient notre oreille en permanence. Nous avons un suivi par une division entraînement. On met à jour nos connaissances en fonction des nouveautés qui sortent. C'est un métier complet qui demande une forte implication personnelle. Il faut savoir que la propagation du son est totalement différente entre la propagation dans l'air et la propagation dans l'eau. Donc la propagation du son dans l'eau peut varier en fonction de la zone géographique où l'on se trouve, en fonction de la période de l'année dans laquelle on navigue. Le son ne se déplace pas de la même manière.
Donc on fait un suivi journalier, voire même horaire, de la propagation du son. On a plusieurs matériels à bord qui nous permettent d'établir des profils de propagation. Et ces profils nous permettent de définir d'où vient le son, à peu près sa distance, ce genre d'informations qui sont cruciales pour bien gérer la sécurité du bâtiment. Nous ne sommes pas affectés à un seul bâtiment, on navigue sur plusieurs bâtiments. On peut naviguer autant sur SNA à Toulon que SNLE. Nous pouvons aller sur Frégate. Le métier est très attractif et très différent. Les missions sont diverses et variées. Et associé à la remise en cause permanente de nos connaissances, c'est vraiment complet et c'est très rare de s'ennuyer. Les bâtiments de guerre et leurs sonars ont aussi un bruit très caractéristique. Alors oui, les bâtiments de guerre ont un bruit particulier, un peu au même type que le sous-marin. Le bâtiment de guerre, sa mission, c'est lui-même de rester le plus discret possible afin d'être détecté le plus tard possible par le sous-marin ennemi. Donc oui, à la mer, les bâtiments de guerre ont un son assez particulier. Ça sera toujours des sons assez propres, légers. On se rend compte que plus le bâtiment est récent, plus il est discret et plus il est difficile de le détecter. Alors s'il y a bien un son qu'il est aussi important d'identifier, c'est celui d'un chalutier. Le chalut, c'est un danger pour le sous-marin ? Alors oui, le bâtiment de pêche, c'est une énorme menace du point de vue du sous-marin, autant qu'un bâtiment de guerre. Pour nous, un chalutier en pêche, ça a un énorme impact parce que le bâtiment de pêche, lorsque son chalut est à l'eau, il engage le volume sous-marin et le détecter et pouvoir le localiser nous permet de ne pas nous rapprocher, de ne pas prendre le risque de rentrer dans son chalut. C'est une énorme part de sécurité et c'est un énorme danger pour nous. La vie biologique sous-marine est perçue en permanence par le sous-marin. Il y a vraiment des poissons, des baleines, des cachalots partout dans toutes les mers. Ça fait partie intégrante de nos cars. On prend plaisir à les écouter. La vie biologique peut gêner à la détection des menaces ennemies. En fonction des bruits, par exemple un chant de baleine, on va pouvoir l'entendre à 50 000 mètres, on va pouvoir l'entendre loin, alors que juste un dauphin qui quémone à côté de nous, à 1000, 2000 mètres, on les percevra, mais s'ils sont à 10 000 mètres, on les entendra pas. Un bruit très spécifique aussi, ce sont les crevettes claqueuses. Ah, c'est un bruit horrible. Lorsqu'elles sont en banc comme ça, c'est très gênant pour nous. L'activité biologique en mer ne s'arrête jamais. Ça fait partie intégrante du métier. On les a dans le casque en permanence. Nous, on a une petite phrase qu'on aime bien dire, c'est que derrière chaque biologique se cache un sous-marin. C'est un peu notre métier. Il faut vraiment, même si on sait que c'est un biologique, il faut quand même toujours écouter dedans pour être sûr qu'il n'y a rien qui se cache derrière ce son. Les bâtiments de guerre et leurs sonars ont aussi un bruit très caractéristique. Alors oui, les bâtiments de guerre de surface sont équipés de sonars qui émettent des sons dans l'eau, des impulsions sonores. Le but de ces impulsions sont de détecter les menaces sous-marines. Et donc lorsque le bâtiment de guerre émet ces impulsions, lorsque nous on est dans le sous-marin, on les entend. Ça nous permet de réagir et de détecter cette menace. Il faut savoir que toutes ces émissions sont répertoriées et en fonction des informations qu'on perçoit
sur le sonar. En termes de fréquence, on peut identifier le sonar émetteur. Et en accord avec notre base de données, en fonction du sonar, on a les différents types de porteurs associés. Il faut savoir que lorsqu'on part en mission, nous partons à 2 oreilles d'or. Et donc, lorsqu'on part en mission pendant 3-4 mois, on n'est que, entre guillemets, deux personnes à connaître le métier, à savoir le faire. Et on a malgré tout un rôle d'aide et de conseiller du commandant. Et on a une pression permanente vis-à-vis de ça. Lorsque le rythme, on va dire, s'accélère un peu à bord, si un jour il y a un événement important qui doit se passer, l'analyste sera en première ligne. Il doit être capable d'identifier correctement la menace et d'être sûr à 100% si jamais le bateau doit effectuer une manœuvre militaire sur cette menace. Votre métier, j'imagine, a évolué depuis que vous le faites? Il n'est pas le même, mais en même temps, il reste identique. Il n'est pas le même dans le sens où le matériel évolue, le matériel des oreilles d'or évolue, le matériel des sous-marins évolue aussi. On a des outils de travail de plus en plus performants qui nous permettent de voir des choses de plus en plus loin et de plus en plus précises. Après, le métier en lui-même de classification et de détection, enfin, vis-à-vis des analystes qui m'ont montré le métier il y a 10 ans, ça n'a pas vraiment changé. On entendra les mêmes bruits dans toutes les mers du monde. Après, c'est vrai que suivant la zone où vous vous trouvez, par exemple, lorsque vous naviguez en Atlantique au niveau de la Norvège, il y a vachement moins de trafic commercial, il y a un peu moins de biologique parce que les eaux sont froides, les eaux sont plus calmes. Après, si vous naviguez au niveau du détroit de Gibraltar, là vous aurez un énorme trafic commercial, il y a plus de bâtiments de guerre qui passent, le niveau de bruit sera vachement plus élevé. L'activité qu'on peut avoir est vraiment variable en fonction de la zone dans laquelle on navigue. Les oreilles d'or d'un sous-marin, un voyage passionnant que nous a offert dans cet épisode de La Voix des Océans le premier maître Nicolas, un métier très spécifique que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'approcher dans le film d'Antoine Baudry, Le Chant du Loup, avec François Civil, Omar Sy et Mathieu Kassovitz. Une histoire qui nous montre bien que, contrairement à ce que disait Cousteau, le monde du silence est en fait très bruyant. C'était La Voix des Océans, le podcast de Marine et Océan. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Vous pouvez vous abonner à ce podcast et aussi bien sûr le partager. À très bientôt pour de nouvelles histoires maritimes.